Bonjour à tous, on attaque la deuxième partie de ce Outlook 2025-2026. Cette fois, on va parler Forex, Commodities. Et là, il y aura pas mal de choses à dire parce qu'on va faire un petit détour par le Japon, bien entendu. Comme vous l'avez compris, ce sera un gros sujet l'année prochaine. Donc, on s'assoit, on attache ses ceintures et puis on écoute attentivement ce qui va se passer au milieu de tout ça pour cette année 2026. Alors, on va déjà faire le point sur une rapide récapitulation de 2025. Et puis après, on vous dira tout sur 2026. Thomas, ravi de te retrouver pour parler marché d'échange. Pareil, alors là, c'est toi qui vas parler beaucoup parce que Allez, l'échange, c'est ton truc. On va beaucoup parler du Japon, mais déjà, du dollar. quid de cette année 2025 en parlant déjà du Forex, hein. Alors, il y a un scénario, si tu veux, sur l'ensemble de l'année, le dollar, c'est la devise la plus faible du marché d'échange. C'est un succès d'ailleurs de l'administration Trump. Si tu prends le premier mandat de Donald Trump, la première année du premier mandat de Trump, le dollar US était déjà en baisse. Le dollar était la devise la plus faible du marché d'échange. C'est un peu paradoxal cette année parce que le dollar ferme la marche, c'est la seule devise dite majeure du Forex qui se met en baisse. En face, tu as le franc suisse qui est leader. Mais toutes les devises européennes sont en hausse face au dollar américain cette année. Alors que pourtant, la Fed a mis du temps à reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, alors qu'elle a baissé son bilan tout au long de l'année. Et si tu fais le parallèle avec le premier mandat de Trump, la seconde année du premier mandat de Trump avait vu un fort rebond du dollar américain. La fameuse année sur les élections de mi-mandat, Ouais. les midterms. Et il y a un scénario que la haute finance semble vouloir jouer sur le marché des changes, c'est ce scénario bis repetita. C'est-à-dire qu'après une année faible 2025, l'année 2026 verrait un fort rebond du dollar américain. Alors moi, c'est un scénario avec lequel, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation technique et pour lequel il faudrait vraiment des éléments fondamentaux que pour l'instant, nous n'avons pas. Donc la première vraie question, c'est la pierre d'angle de tout le marché des changes. Toutes les stratégies se construisent par rapport au dollar. Est-ce que dollar US restera en 2026 la devise la plus faible du marché des changes ou au contraire, est-ce qu'on refait exactement l'année 2017, deuxième année du premier mandat de Trump, un fort rebond tout aussi fort que fut la première année baissière? La C'est la question, question majeure. la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est Trump qui est la réponse probablement. Lui, il veut un dollar faible, on sait pourquoi, c'est pour favoriser tout ce qui est exportation, le plus linéaire. Dans son plan de marche quinquennal qu'il a mis en place, il veut baisser les taux, il veut relancer l'économie américaine. Est-ce qu'il va laisser le dollar remonter alors qu'il essaie de relancer toute la machine? Ou est-ce qu'il n'a pas intérêt à garder bas le temps que tout se remette en place pour après laisser les choses se faire un peu différemment? C'est difficile à dire. Euh, Après, ce qu'il a la main, c'est-à-dire que l'administration Trump n'a pas la main sur le marché des changes, c'est alors la politique monétaire, oui, mais si tu vois, si tu prends l'ensemble de l'année 2025, tu n'as pas d'endroit où, en Occident, des taux d'intérêt étaient plus élevés qu'aux États-Unis. non. Théorie, l'année aurait dû être haussière pour le dollar américain. Il a été secoué par d'autres éléments. Et en fait, je trouve que derrière le message du dollar américain, dont la tendance se diverge maintenant des standards de la politique monétaire, c'est que derrière cette faiblesse du dollar américain, je pense que tu as d'autres inquiétudes. Tu as l'inquiétude sur la santé de l'économie américaine, tu as l'inquiétude sur la politique commerciale des États-Unis. Et finalement, moi, je pense que le dollar, d'un point de vue technique, il n'y a aucun signal de renversement haussier. Ouais. Il ne faut pas oublier que derrière la tendance de fond du dollar, c'est aussi la tendance de l'euro-dollar et du dollar yen. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec un scénario bullish sur le dollar en 2026. Bah, je suis assez d'accord, hein. Moi, je ne suis pas un expert au niveau du Forex, mais je suis assez d'accord sur cette réflexion-là. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement américain a des plans qu'ils vont essayer de mettre en place. Alors, évidemment, je n'ai pas forcément la main dessus, mais ils vont tout faire pour que ça aille dans cette direction. La dette américaine, elle est là la raison de la faiblesse du dollar US. Bah oui, on veut bien le croire, mais la grande problématique, c'est quid de cette dette américaine? On en fait quoi? Aujourd'hui, on a 38 000 milliards de dollars de dette. À la vitesse où ça monte, je pense que fin 2026, on sera à 42 43 000 milliards. Ça grimpe à coup de plus de 1500 milliards par mois ou par trimestre, je sais plus. Ouais, c'est énorme, c'est C'est gigantesque. monstrueux. Personne ne fait rien, personne n'est préoccupé, personne n'a peur et personne ne se pose des questions s'ils doivent continuer à prêter aux Américains. On peut vraiment se demander quelle est la suite de tout ça. Parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Effectivement, la dette américaine, pour moi, c'est. On parlait avant dans la vidéo sur l'autre vidéo de l'Outlook, où on parlait de l'endettement. Ouais. Et des taux d'intérêt à long terme. Voilà.
qui sont hyper élevés. Bah oui, Depuis 2023, les taux longs sont au même niveau à peu près, Ouais. entre du 4 et du 5% sur le 10 ans US. Et ça, ces taux-là ne baissent pas. Peuvent-ils vraiment baisser? Ah, ils le peuvent s'il y a un changement d'action non conventionnelle de la Fed. Et si c'est le cas, ce ne serait pas compatible avec un scénario de fort rebond du dollar US. Donc, pour moi, si on devait avoir un dollar US fortement haussier en 2026, déjà, il faudrait donner les signaux techniques. Donc, simplement pour les auditeurs, vous savez, il y a ce qu'on appelle le DXY, tu sais, c'est le code fameux dollar US face à un panier de devises. Il y a une résistance à avoir en tête, c'est 101, 102 points. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de gros cluster technique. Tant qu'on est sous ça, on ne valide pas le même signal de renversement qu'on a pu donner en 2018. Ouais. Donc, 2018, qui fut par contre la deuxième année du premier mandat de Trump. Je me suis trompé tout à l'heure, 2017 fut la première année, 2018 la seconde année du premier mandat. Et ce niveau des 101, 102 points, il n'est pas franchi. Il aurait pu l'être 1000 fois cette année avec les fondamentaux, il n'est pas franchi. Et même cette fin d'année 2025, le dollar US est à nouveau sous pression. Et prenons juste un exemple. On parlait tout à l'heure d'accord de paix ou d'un cessez-le-feu en Europe. Forcément, l'impact, il est bullish euro-dollar. Ouais. L'euro-dollar, c'est 50-60% du calcul du dollar US face à un panier de devises. Mécaniquement, ça renvoie le dollar US plus bas. Donc voilà, moi je voulais commencer par ça parce que ce scénario bis repetita, dollar US fortement en hausse parce que c'est la seconde année du mandat, il faut voir le fondamental qui pourrait soutenir ça. Alors le fondamental qui pourrait soutenir ça, ça pourrait être le crack du marché action. Un crack mondial, une récession mondiale, forcément, oui, le dollar, ok, très bien. Pour l'instant, on n'en voit pas tellement la couleur. Non, ça va pas dans ces... L'inflation qui s'envole aux États-Unis. Et qu'est-ce qui pourrait la faire s'envoler? Ah, la nouvelle, le coup de sac de la Fed qu'on disait, peut-être qu'une exagération dans la baisse des taux un peu trop rapide. Ah, pourquoi pas, ouais. Non, je pense. C'est-à-dire que c'est la seule Ouais. probabilité qui se poindrait à l'horizon. On imagine un nouveau patron de la Fed qui est hyper dovish, c'est sûr qu'il le sera. Trump qui veut pousser à aller chercher les taux beaucoup plus bas sans se poser de questions. Mais est-ce que derrière, les entreprises vont vraiment réaugmenter les taux? Parce que finalement, c'est ça la clé. Jusqu'à présent, elles ne l'ont pas tellement fait. Jusqu'à présent, elles ne l'ont pas tellement fait. D'ailleurs, c'est ce qui explique, je pense, en partie que les bénéfices des entreprises soient sur la tech et pas sur d'autres secteurs. C'est parce que ces entreprises, elles ont joué le jeu, elles n'ont pas voulu nuire aux consommateurs. Ouais. Donc, et puis, il faut bien imaginer aussi quelque chose, c'est un scénario qui verrait le dollar US exploser en 2026. Il faut réaliser que derrière, c'est un euro-dollar qui retombe à 1,10, voire à 0,5. Il faut se poser la question comme ça, qu'est-ce qui pourrait justifier une chute de l'euro-dollar? Donc, ça va être intéressant. Mais ça va être intéressant. Et puis, j'en parlais récemment avec un ami qui est dans le secteur, mais niveau institutionnel. Et lui, pareil, il me disait, je ne vois pas le dollar. Je pense que le dollar restera faible cette année. D'une part, parce qu'il y a une volonté politique, et parce qu'il n'y a pas le fondamental pour que le dollar saute. Il faudrait un choc exceptionnel, il faudrait quelque chose mais qui serait un choc. Un dollar qui s'envole cette année, c'est un marché à action qui est sous pression. Ouais. C'est un marché à action qui est sous pression. Ou un gros dérapage géopolitique. Mais d'un point de vue de la politique monétaire, je ne vois pas ce qui pourrait soutenir le dollar. Comme ça, je vois pas non plus. Mais Donc, lorsqu'il rebondit, le dollar, c'est des opportunités d'achat sur les paires en dollars. la question au milieu de tout ça, c'est... tu parlais du franc suisse tout à l'heure. Qui est leader cette année d'ailleurs, au passage, mais comme d'ailleurs, je crois, sur les 2 dernières années, le franc doit être. Parce qu'il y a un problème aussi pour la Suisse de l'autre côté, parce que... Finalement, le SMI n'est pas si ridicule que ça. Non, il va bien cette année. On est au plus haut de tous les temps à quelques points près, de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que la BNS a vraiment à l'œil le franc suisse, parce qu'il est très fort. C'est le leader, je crois que si tu prends le classement des paires majeures, tu as le franc tout en haut et le dollar tout en bas. USD CHF est tout en bas. Il y a une espèce d'évidence, je comprends, on va dire, sur le côté suisse, puisque quand on regarde les chiffres économiques en Suisse, la croissance, c'est pas terrible, mais par contre, l'inflation, elle est nulle. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans d'autres pays occidentaux, justement. Alors, moi, oui, c'est sûr. Maintenant, on a réussi à baisser les taux. À 0. Là, c'est à 15. On était à 39. Alors, les taux sont à 0, les tarifs douaniers existent. Oui. Qu'on s'est pris à 39. Mais le franc ne rapporte rien. Le franc ne rapporte rien. Et pourtant, il rapporte rien. il a rapporté un peu plus en 2022-2023. Il a eu d'autres. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Non, mais ça fait longtemps que de toute façon, aujourd'hui, la dynamique en Suisse, c'est une réserve de valeur. Je pense qu'effectivement, on doit, pour les Suisses, maintenant, doivent apprendre beaucoup plus à investir et à profiter des autres alternatives d'investissement. Il y en a des alternatives, mais c'est vrai que le dollar, le franc suisse reste extrêmement fort. Et c'est quelque chose qui doit continuer à... Moi, je pense que le franc ne sera pas faible. Après, imaginons que si l'USD CHF devait s'envoler, il faudrait une raison à ça. Alors,
Si, ça peut être, mais ça sera forcément un choc pour le marché. Imaginons les réserves fédérales qui touchent à rien. Est-ce qu'on peut imaginer en 2026 une Fed qui hold, ne touche à rien? Non, ça, j'y crois pas C'est du ça, tout. voilà. Mais si ça arrive, là, pour le coup, il faut être long dollar. Il faut être long dollar. Ouais, Tu sais, moi, je regardais l'évolution des positions institutionnelles sur le dollar US à travers ce qu'on appelle le Cote Report, le rapport Common Pot of Traders. Et notamment parce que la fin d'année 2025, c'est pas le dollar s'est mis à plat. Et dans cette phase de mise à plat, il n'y a pas de renversement des positions, en fait. Les institutionnels ne passent pas à l'achat sur le dollar américain. Il s'est simplement mis en phase de stabilisation. Et le piège pour moi pourrait être là, c'est que ça ressemble à la fin de la première année du premier mandat de Trump, qui avait vu le dollar exploser, mais les conditions fondamentales n'étaient pas les mêmes. Donc, moi, j'aurais tendance à croire que cette année, je ne dis pas que le dollar va fermer la marche, qui sera tout en bas, et je ne le vois pas non plus terminer leader de l'année, leader du FX. De toute façon, la Fed va baisser les taux. Ouais. Point. Combien de fois moi, je parierais sur plus que 2, de par cette nouvelle mise en place de mecs, de patrons extrêmement dovish qui va essayer de ramener, ratisser large pour ramener beaucoup de monde avec lui et faire baisser les taux. Donc les taux, ils vont baisser, beaucoup plus que ce qu'on attendait. Donc pour moi, je vois pas, Il n'y a pas de raison. il y a pas de raison qu'on garde des taux inchangés. Il faudra vraiment, que tout d'un coup, on ait, des chiffres d'inflation qui repartent à la hausse. Mais comme tu disais très justement, on a un problème de marché de l'emploi. Si demain le marché de l'emploi il part à 5 je ne sais pas comment ça va faire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra tenir en compte parce qu'on va avoir un gros sujet sur l'emploi américain Bien sûr. en 2026, parce qu'en 2025, on a eu des chiffres qui étaient très, très aléatoires, qui ont été modifiés et remis. On a quand même détruit 1 200 000 jobs en 2025. Ouais. Euh, La courbe du nombre de chômeurs en millions de personnes n'est pas exceptionnelle. En tout cas, pour moi, je pense que cette année, attention au piège de vouloir jouer un dollar fortement bullish en 2026, simplement parce qu'on répéterait le schéma du premier mandat. Par contre, il y a un sujet qui sera majeur. Ça concerne aussi à la fois le marché action, ça concerne le monde entier, pas que le marché Le action. yen. Le yen. Alors, on en parle chaque année parce que le yen, on se dit, c'est l'année de son rebond. Le yen est faible. Oui, mais Le yen est là, il y a faible, des choses qui sont en train de se mais il passer. s'est passé beaucoup de choses. Euh, Notamment l'explosion des taux longs japonais, Ouais. la normalisation monétaire, et il n'y a plus de carry trade, enfin il n'y a plus de nouvelles positions de carry trade. Derrière un yen qui s'envole cette année, c'est un crash. C'est clair. Marshall. Et on a quand même une banque centrale japonaise. Là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est 2 jours avant le meeting de la Bank of 19 Japan, décembre, ouais. qui vont donner leur annonce le 19 décembre pour savoir s'ils montent enfin les taux à 2,025 parce que l'inflation est trop forte. Et ça, effectivement, ça peut être aussi un signal de départ pour la fin ou les démontages de certaines positions carry trade qui pourront Alors exister. il en resterait, parce qu'il n'y a pas de données officielles, c'est les banques essaient de chiffrer ça, mais il en resterait la moitié. Donc il y a quand même déjà une bonne moitié de positions ouvertes de carry trade qui ont été débouclées. Alors ça n'a pas provoqué de crack mondial parce qu'en fait, ce sont des fonds qui ont été répartis dans le monde entier, Ouais. tout pays confondu, enfin tout marché un peu mature confondu, mais aussi des pays émergents et toute classe d'actifs confondus. Mais il nous resterait 200 à 300 milliards de positions ouvertes. Et ces positions, si le yen s'envole, peuvent être débouclées parce que derrière, il faut rembourser le crédit qui a été lui fait en yen. Et c'est d'ailleurs ça que moi m'étonne beaucoup, c'est que tu prends les taux longs japonais, ils s'envolent les taux longs japonais. C'est fini l'époque des taux zéro. D'ailleurs, on s'endette plus au Japon, on est à 3%, je crois, disons. Mais le yen reste tout en bas. Et moi, je le reconnais, ça fait déjà 2-3 ans où on pouvait mettre en avant des éléments à la fois tactiques et fondamentaux pour que le yen rebondisse. Il ne baisse plus, attention, il est plat tout en bas. Et en fait, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il ne faut pas un yen trop fort. Là, tu détruis tu as 500 milliards, 200, 300 milliards qui sont volés immédiatement. Il ne faut pas un yen trop faible. Ça concerne le Japon, ça concerne la place du Japon en Asie. Donc il faut un juste milieu. Et plus que le dollar, cette année, la valeur du yen sera majeure. C'est clair. C'est clair. Non, mais en plus, il y a un problème qui, comme tu dis, ça peut être mondial parce que si aujourd'hui, le Japon, les taux remontent au Japon et que le discours de Ueda est plutôt hawkish en disant que c'est le début d'un cycle, et il y a aussi une problématique, c'est que les fonds de pension japonais sont énormément investis à l'étranger, dans la dette américaine pour ne pas la citer.
La dette japonaise commence à rémunérer maintenant. Donc, du coup, on parle aussi de possibilité de rapatrier les fonds qui sont investis à l'étranger. Ce qu'il faut aller, il faut dégager les positions aux États-Unis. Par exemple, Ce qui peut maintenir, et c'est là où c'est un peu compliqué, ça maintient du coup les taux longs européens et américains à des niveaux élevés. Or, les taux longs, pour moi, c'est la clé. C'est la clé pour les États, c'est la clé pour les entreprises. Donc tout ça fait qu'à un moment, écoute, cher Thomas, retour du quantitative easing de la Fed, il y a pas le choix. Non mais non, ça, non mais tu sais, il n'y a pas le choix, ça c'est sûr. ouais. Mais par contre, effectivement, est-ce qu'ils sont en train d'anticiper déjà ce genre de situation? Mais moi, j'ai un peu l'impression, il se trouve que moi, j'ai mon fils qui est au Japon en ce moment, et quand j'entends comment ça se passe là-bas, alors, il est très content d'être là-bas, mais par contre, ce qui est assez... il dit que c'est très difficile. La vie des gens est très compliquée là-bas. Ils galèrent pas mal. La Donc, cherté de la vie, l'augmentation ouais, des la prix. cherté, il y a un manque de dynamisme, donc il y a quelque chose qui doit être relancé au Japon. Mais j'ai un peu l'impression qu'on a une espèce de perfect storm là, qui est un peu mélangé là-bas et qui est en train d'être compacté. À un moment, ça peut... Après les choses peuvent se faire en douceur, mais effectivement, un des thèmes majeurs de l'année prochaine, c'est à quelle vitesse la Banque centrale du Japon va continuer de remonter ses taux. Est-ce qu'elle va vraiment les monter jusqu'à 1,5 voire au-delà? Il y a aussi la question de son bilan. Enfin, honnêtement, la Banque centrale du Japon, je pense que dans 50 ans, ils ont encore un bilan, Ah oui, c'est impossible. Donc, cette question des taux d'intérêt de long terme, européens, américains, japonais, et cette question de la valeur du yen, ce sera central en 2026. Et moi, je suis étonné de le voir extrêmement faible, donc l'USD yen qui est tout en haut. Et quand tu regardes les positions institutionnelles, ça fait déjà quelques mois que les positions acheteuses sont dominantes. Donc, il y a beaucoup de positions longues qui sont prises, mais le yen se maintient simplement tout en bas. Donc là, ça peut être un sujet potentiellement explosif qui viendrait du marché d'échange en 2026. je pense qu'on va avoir 2-3 réponses sur la fin de l'année avec la décision de la Banque centrale japonaise. Ouais. On a parlé aussi des tensions qu'il y a quand même dans la région. Les Japonais ont quand même menacé les Chinois d'intervention à la moindre alerte. Les Chinois leur ont quand même allumé au radar plusieurs avions de chasse récemment, donc ça sent quand même... Il y a des tensions, il y a pas mal de soucis. Il y a aussi autre chose qui n'a peut-être rien à voir, mais on parlait de choc exogène, c'est que le Japon est sous une vague de tremblements de terre à l'heure actuelle qui est assez spectaculaire. Il y a eu plusieurs alertes au tsunami récemment, il y a eu plusieurs tremblements de terre à +7. Ouais. On se souvient quand même dans l'histoire que Kobe à l'époque avait fait capoter le marché. Le dernier tsunami aussi avait fait pas mal de mal au marché. Ouais, bien sûr. Fukushima, c'est ça, Fukushima. Donc il y a quand même d'autres choses qui peuvent aussi venir de là-bas. Donc je pense au niveau taux, au niveau monnaie, au niveau comportement des marchés, il faudra quand même avoir un œil un peu plus attentif sur ce qui se passe au Japon probablement. Ça, c'est quelque chose on y verra un peu plus clair. Alors du coup, si on fait la synthèse de tous ces risques, finalement, il faut rester acheteur sur l'or et l'argent. Année incroyable. Alors, Oui. pour dire les choses, soyons honnêtes, l'année 2025 a vu l'or et l'argent mettre une raclée, À tout le monde. par exemple, au marché des crypto-monnaies, hein, soyons clairs, on en parlera plus tard. Non, mais cette année, retenez, le dollar, c'est la devise la plus faible du marché d'échange. Le marché action est tout en haut. L'or a fait de nouveaux records et a même dépassé son record absolu, je sais, en tenant compte de l'inflation, qui était un record qui remontait, je crois, à 1980, 1981. Bref, nouveau record absolu. Et puis l'argent, le cours de l'argent qui suit derrière, des inflows énormes sur les ETF or et argent, des achats massifs de banques centrales. Et en fait, on termine l'année 2025 en surachat technique extrême sur l'or et l'argent. Je me mets à la place d'un investisseur qui est positionné sur un ETF métaux précieux, se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je hold, j'encaisse, je reviens plus bas. En tout cas, pour le coup, si on parle d'excès boursier, on termine 2025 en excès technique majeur sur l'or et l'argent. Tu as été surpris par ce mouvement? Nous, on ne l'était pas, on l'avait annoncé. Ouais, Alors, moi je suis pas très fan, mais de nouveau, enfin moi dans ma culture, à moi, l'or est un moyen d'être diversifié de portefeuille et de se protéger contre des situations un petit peu pourries. Cette année, l'or il fait comme le reste du marché. Il n'y a même pas courant, on a une marché action qui explose, l'or qui fait la même chose, voire mieux. c'est un mouvement vertical. C'est un L'or et l'argent, ce sont deux courbes depuis en fait janvier 2024, février 2024, ce sont deux courbes haussières. Ça ressemble à deux crypto-monnaies, des cycles précédents, des mouvements techniquement propres, avec le fondamental. En plus, le mouvement de l'or et l'argent, ce qui est incroyable, c'est que tout est parfait techniquement, et il y a le fondamental classique qui est derrière. Ouais.
Non, on a vu que les banques centrales sont très actives aussi là-dedans, donc ça justifie aussi une partie de Ouais, l'accélération. bien sûr. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu beaucoup plus de gens qui traitaient sur l'or, qui traitaient. Je ne parle pas d'investir, mais qui traitaient. Il y a beaucoup de traders qui se sont mis à faire du back and forth sur l'or régulièrement, alors que c'était pas si courant que ça à l'époque. Aujourd'hui, il y a de plus. Mais de nouveau, comme tous les trucs qui deviennent hyper sexy, tout le monde a une opinion, tout le monde veut traiter dessus et tout le monde veut une part du gâteau. Donc l'or, on a vu une année spectaculaire. L'argent, c'est un petit peu différent dans le sens où, Il a mis du temps à se réveiller, l'argent. oui, C'est son année, hein. depuis le temps qu'on Ouais. nous dit dès qu'il passe les Ouais. 30, ça ne s'arrêtera plus, ben voilà. Là, il a passé les 50 comme si ça n'existait pas. Exactement. Et il y a des choses, enfin, il y a. Mais ce qui m'a épaté sur l'or, c'est que aujourd'hui, on a vraiment cette conviction profonde que ça va à 5000, au moins. Voilà. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ce 3000 sur l'or, puis ce 4000 sur l'or, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, longtemps. Qu'on a beaucoup entendu à l'époque du Covid, qu'on n'a pas eu. Mais finalement, j'ai remarqué les objectifs de cours comme ça sont souvent en retard par rapport au moment où les annonces, on finit par les faire quand on n'y croit plus. Mais l'année 2025 a vu les métaux précieux faire les fameux objectifs annoncés depuis 10 ans. Mhm. Ils sont là, ils sont faits. Ils sont faits maintenant. Est-ce que 2026 voit. Alors, attention, encore une fois, le marché peut simplement se stabiliser. L'or et l'argent, historiquement, ont eu des grosses périodes d'orange. La question qui se pose pour l'or et l'argent, c'est quoi? Est-ce qu'on poursuit le rallye? Est-ce qu'on se met en orange? Ou est-ce qu'on retrace violemment? Moi, mon sentiment, c'est qu'on va rentrer en orange. Pour des raisons techniques et fondamentales. Pour des raisons techniques et fondamentales. Bah, ouais, je suis plus dans moi, je verrais bien monter à 5000, juste parce qu'on sait qu'on aime bien aller chercher les chiffres ronds. Je crois qu'à 5 000, on doit être à 30 000 milliards de dollars de market cap. Ouais. Non, peut-être même au-delà. On doit déjà y être. Enfin, ça, c'est gigantesque. C'est le PIB des États-Unis. C'est le PIB des États-Unis. Non, ce serait presque logique pour des raisons, j'ai envie de dire, ouais, on a cette attirance vers les chiffres, on sait que les banques centrales sont à fond derrière, tout le monde est rentré dans le mood spéculatif. Goldman Sachs a déjà fait ses annonces qu'on ira à 5000, on va aller à 5000. Après, Je suis curieux de effectivement, savoir qu'est-ce que Goldman Sachs annonce sur l'argent. j'ai rien vu de ce côté-là, perso, je vais pas m'avancer, mais alors, Goldman Sachs a annoncé 5000 sur l'or, je crois que c'est pas lui qui l'a annoncé, c'est un sondage auprès de ses gérants en général qui a dit 5000 sur l'or. Tu sais ce que font l'or et l'argent, ça me rappelle ce qu'ils avaient fait en fait quand on est arrivé au bout du bout en 2010-2011. Je dis pas qu'on ça y est, c'est la fin, mais nous sommes quand même sur des mouvements complètement surétendus à la hausse sur le plan Ouais. technique. Bien sûr. Heu, Après voilà, pour que ça retrace, il faut un déclencheur. Premier déclencheur que je vois, ça peut être le rebond du dollar US, mais bon, ça, c'est pas quelque chose On l'a qu'on peut exclu plus ou moins. c'est plus ou moins quelque chose qu'on peut exclure. Mmh. Les banques centrales, elles vont continuer d'acheter. Ouais. Les flux vers les ETF, c'est très lié au dollar américain, c'est très lié au taux d'intérêt. Alors ça peut être une bonne nouvelle géopolitique. Et là, ça pour le coup, faut pas l'exclure. Et là, pour le coup, il y a de la place, tu sais. Quand tu montes comme ça de manière verticale pendant plusieurs mois sans retracement, les supports sont très bas. Ouais. Et imaginons l'or retrace, ne serait-ce qu'à 3500, on va pas parler de crack de l'or. C'est simplement un niveau de résistance sur lequel on est resté longtemps. Ouais. On l'a jamais retesté. Non, mais la verticalité dans n'importe quelle asset class, c'est pas sain. Tout le Tout monde à le fait. fait. Ça Et ne ben, peut pas être sain. eh bien, l'or et l'argent sont dans cette verticalité et il n'y a aucune historiquement verticalité boursière. Qui s'est bien fini. Voilà. Donc, Non, mais c'est clair, c'est il clair. faut avoir conscience que la consolidation nous pend au nez. Ça ne veut pas dire la fin ou on ne fera pas de nouveau plus haut cette année. Mais il faut avoir conscience que techniquement, on est dans cette situation. Moi, j'en suis. C'est vrai, de vous, c'est une analyse, on va dire, d'observation du marché. Et ça me fascine aujourd'hui, effectivement, cet intérêt qui est monumental au niveau de l'or récemment, de l'argent aussi, et d'autres métaux précieux, entre autres. Mais, parce qu'on s'en foutait, mais globalement, massivement, ces dernières années. Moi, sur des portefeuilles modèles que j'utilise. Parce que c'était orange en fait. Bah oui, moi j'ai de l'or et de l'argent dans les portefeuilles depuis 5-6 ans, et c'est des positions qui étaient minoritaires à l'intérieur des portefeuilles, qui aujourd'hui je dois les vendre pour rééquilibrer les portefeuilles et d'accord. pas être en dehors du truc, tellement ça cartonne. Ouais. Donc il y a un côté aberrant dans le mouvement haussier qu'on a eu sur ces deux métaux précieux. Et maintenant on a la vague où tout le monde dit oui, mais l'argent on en aura beaucoup besoin dans la technologie, machin. Donc le dernier argumentaire qui vient derrière, on a toujours un nouveau truc pour dire oui, ça va faire monter encore que ça me fait peur. Donc aujourd'hui, je préfère effectivement réduire l'exposition de nouveau.
Alors, faudrait-il un parallèle entre la bulle de l'IA et la bulle de l'or et l'argent? Peut-être pas, mais il y a des points communs. Il y a des points communs, la verticalité. De nouveau, on ne peut pas. Enfin, moi, j'aime toujours bien avoir cet exemple où on dit, quand tu lances une balle en l'air, si tu prends d'un point de vue physique, la balle, elle monte, elle a une phase d'accélération, puis après, elle a une vitesse qui se ralentit pour arriver au point où il y a zéro par rapport à l'attraction terrestre, et boum, elle recommence à descendre. Alors, c'est pas la même chose dans un graphique boursier, mais là, on vit cette même similitude. À chaque fois qu'on a eu des explosions comme ça et des vitesses thermonucléaires, La verticalité est dangereuse et ensuite tu peux regarder ça en termes de momentum. Il faut avoir conscience que non seulement on a eu la verticalité et qu'on arrive fin 2025 à un moment où le momentum, il est sur des extrêmes, parfois même des records en termes d'extrêmes. Ça ne veut pas dire que c'est demain, après-demain, que ça va, mais il faut avoir conscience de ça. Moi, je suis à l'aise avec l'idée qu'il faut savoir prendre ses profits. Je ne dis pas tout vendre, il faut toujours avoir de l'or en portefeuille. Mais par contre, l'or revient à 3500 $. C'est comme le S&P 500 qui va à 6000. Ça se paye, ça s'achète. Et ces mouvements auront lieu parce que justement, plus personne les attend, alors que techniquement, il y a la place et que ça finira. Ça. Donc voilà, moi, je pense qu'on est dans une situation, fin 2025, un peu compliquée techniquement pour leur l'argent. Il y a tout le fondamental pour que ça se relance derrière. Donc, j'annonce pas, personne ici d'annonce de crack des métaux précieux. Non, non, mais je serais assez pour effectivement un trading range sur l'or très large, on va dire. Comme l'or a pu en faire pendant 3-4 ans, parfois même, c'est des cycles très longs. Hein. Non, mais c'est plus vrai, entre 3500 et 4500 sur l'or, Ça peut être une idée. pic à Ça peut être 5000, une idée, tout à fait. ça fait du sens. L'argent, pareil, même s'il va faire un pic à 70, peut revenir à 50, 45, 50. Et ça peut être un scénario cette année, 45, 50, 60, 70 et 3500, 4500. Non, absolument. Alors par contre, il y en a un qui est tout en bas, dont tout le monde se fout maintenant, l'exagère, c'est le pétrole, il est en baisse sur l'année. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments, pour moi, c'est désinflationniste. C'est complètement désinflationniste. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est complètement désinflationniste. Ouais. L'OPEP se permet même de réaugmenter sa production. Oui, le problème, c'est que la demande est très faible en ce moment. L'OPEP produit plus, les Européens produisent plus, les Américains produisent plus. Donc forcément, Ils sont sur leur record, les Américains. Exactement. D'ailleurs, j'étais surpris de voir ça, je ne sais pas si les gens savent, mais les États-Unis produisent plus que la Russie et l'Arabie Saoudite réunis. C'est ça, les plus monstrueux. Voilà. Monstrueux. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a une raison stratégique là derrière? Parce on sait que le pétrole russe, en dessous de 70 $, ils gagnent plus grand-chose, de toute façon. Là, ils sont très très mal. Ouais. Donc est-ce qu'il y a une volonté géopolitique ou politique, on va dire, de garder le pétrole super bas pour les mettre à genoux? Probablement, ouais. Et aussi là. C'est Bruno Le Maire, enfin, il n'y a plus le temps, mais je veux dire. Il nous manque un peu quand même. Il te manque, je sais. Oui, il me manque énormément. Oui, j'ai personne à qui m'en prendre régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où aujourd'hui, c'est le pire. Le pétrole bas aujourd'hui, il arrange tout le monde, sauf une personne, les Russes principalement. Alors même si eux, ils ont leur propre prix, mais en plus, ils le vendent pas cher. Hein, quand tu vois le prix auquel ils le vendent à l'Inde, ils font plus du volume que des prix incroyables. C'est marrant parce que moi, j'ai fait le plein tout à l'heure en venant sur la voiture. En fait, il n'a pas baissé beaucoup. À la pompe. Ah bah non, malheureusement. Ni en Suisse, ni en France. Non, ça continue d'être la même chose. Je ne sais pas qui gagne dans tout ça, mais pas nous. Malheureusement, ouais. Mais alors, par contre, c'est assez intéressant parce que le baril a une tendance graphique baissière. C'est propre. Là, il y a un truc à 55 qui pourrait éventuellement s'arrêter sur le WTI, je parle en tout cas. Oui, il y a peut-être un support, mais il y a le niveau moi, de résistance que je regarde, c'est 65, 70. C'était plus ou moins le niveau top avant le crash Covid. Ouais. En fait, c'est un niveau sous lequel, si tu te maintiens sous ce niveau, techniquement, tu es bear. Et dans le calcul de l'inflation, il y a un impact négatif. Donc, sous 65-70, c'est désinflationniste. Ouais. Là, pareil. Hein, alors, bon, c'est bien. Non, mais c'est bien. Nous, on veut ça. On veut un retour au monde d'avant. Le monde d'avant, c'est quoi? Le monde d'avant, c'est quand, chaque mois, on se posait la question de savoir si on allait atteindre 2% d'inflation. Revenons à ce monde-là. Oui, mais alors, on vise 2%, mais par le bas. Enfin, on est en dessous. Il y a un truc j'en ai parlé beaucoup dans les différentes conférences cette année. Ce qui m'a toujours halluciné quand même ces dernières années, c'est qu'on a eu une phase Covid 2020, 2021, etc., où l'inflation elle est montée au plafond. Et quand tu prends la totalité de l'inflation sur ces 5-6 dernières années, on n'est pas loin de 25. Ouais, le stock inflationniste, bah oui, ça malheureusement. Oui, mais le problème c'est que si tu prends tes revenus début 2020 et tu te projettes aujourd'hui début 2026 et tu regardes l'inflation, tes revenus ils ont marginalement augmenté, dans le meilleur des cas, et puis l'inflation elle a explosé. Donc ce différentiel-là, on est toujours en train de pagayer derrière, on n'arrivera jamais
à le rattraper. Ah bah, ça reviendra jamais, en fait. Jamais. Ah mais là, c'est quand même un gros trou au niveau là, on revient sur un problème économique, mais on revient sur un gros trou. Le fait que le baril soit plus bas, si on a un impact les Américains l'ont l'impact au niveau du gallon chez eux. Ah, chez eux, c'est C'est quasi immédiat, mais ça, c'est positif pour l'économie américaine. j'ai été surpris de voir justement la corrélation du prix du gallon et du WTI. C'est quasiment 2 courbes qui se superposent. Mais oui, C'est eux, ils n'ont pas de taxes, donc voilà. les taxes sont nettement inférieures actuellement. Ouais, Regarde, ouais. et surtout, vous, en France, ouais. c'est, open bar pour Ouais. tout le monde. Bah, en France, quand le prix du baril baisse sur les marchés, à la pompe, ça monte. Ça, C'est ça. ça gère, mais ça baisse. Non, mais c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. La dernière fois que j'ai vu en France le prix à la pompe fortement baisser en lien avec le prix du WTI, c'était en 2008, la crise financière de 2008, où là, vraiment, tu avais une belle corrélation. J'avais vu le prix au litre passer sous 1 euro, et ça n'avait pas duré longtemps. Non, non, mais c'est bon, en France, on a quoi? 60-70% de taxes dessus, un truc comme ça. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Aux États-Unis, il n'y a pas. Là, je lisais un article justement, où ils disaient qu'ils étaient pour la première fois, ils étaient redescendus en dessous de 3 $ le gallon. Mais c'est Rappelle-moi le gallon en litres. 2,5, 3. Quelque chose comme ça, ok. Ouais, enfin, c'est juste dérisoire. Ça nous ramène, on ne peut pas imaginer, on n'a pas connu. On connaît jamais de toute façon, c'est une certitude. Non. Mais par contre, bon, c'est bien pour l'économie, c'est plutôt positif. Pour conclure, il y en a qui, le cuivre, tu as une opinion sur le cuivre? Alors le cuivre, oui, c'est intéressant, je le regarde parce que alors déjà, il fait globalement une belle année. Mais moi, je regarde beaucoup le ratio cuivre-or. C'est parce que pendant longtemps, c'était représentatif du cycle macroéconomique. Logique, le ratio cuivre-or montait, activité industrielle qui dépasse l'aspect dit refuge de l'or. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce ratio cuivre-or, il est tout en bas. Il est vraiment sur une zone de renversement haussier. Alors, pour l'instant, il se maintient tout en bas. Et en fait, je pense que ce ratio cuivre-or, il est représentatif de l'état réel de l'économie. On n'est pas du tout en phase d'expansion économique, d'accélération économique. Encore une fois, tu mets de côté les BPA des secteurs de la tech, l'économie, elle est au ralenti. Et d'un point de vue technique, j'ai une configuration que je vais vous afficher de potentiel renversement haussier du ratio cuivre-or. Alors, si ce ratio se renverse, c'est, je pense, parce que l'or va vraiment retracer. Et le cuivre, c'est une espèce de tendance haussière qui pour le coup, bien construite, qui, je pense, va se poursuivre. Techniquement parlant, le cuivre peut faire de nouveaux plus hauts cette année. Ouais. Mais il n'y a pas aucun excès dans le mouvement haussier du cuivre. Il y a eu un excès dans le mouvement haussier de l'or. Donc cette année, je pense que le cuivre peut surperformer l'or. Je vais prendre un risque. Mais ce qui est une bonne nouvelle, puisque J'annonce ça. le cuivre reste un indicateur économique positif. On dit Dr Copper, Tout à fait. si le cuivre va bien, l'économie devrait Tout à aller fait. plutôt pas mal. Et dans son rapport relatif à l'or, c'est le super baromètre. Donc, en résumé, on a un dollar qui devrait rester faible, dépendra aussi de ce qui va se passer au niveau des midterms, mais c'est pour plus tard. Voilà. En tout cas, si le dollar explose, c'est qu'il y a un problème. Je pense que de toute façon, Trump a tout intérêt à avoir un dollar faible et des taux qui baissent pour aller au midterm, pour avoir une inflation qui repart entre deux. C'est sa seule chance de ne pas se faire allumer au midterm et d'avoir finalement les 2 dernières années de mandat qui. Il a le temps, hein, c'est novembre, c'est fin 2026. Donc, Oui, mais cette année, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais ces midterms seront extrêmement importants pour savoir s'il a toujours tous les pouvoirs pour les deux dernières années de mandat et s'il ouvre la voie royale à J.D. Vance pour un mandat suivant, qui restera dans la même politique. il devrait trouver quelques mesures pour inciter le citoyen américain à voter républicain. Mais d'ici la fin d'année, il va pas abattre ses cartes tout de suite. C'est pour ça que je vois pas laisser le dollar remonter. Il va garder les taux qui vont continuer à baisser. Bien sûr. Il faut surveiller le Japon, clairement. Ah bah ça, la valeur du yen. Là, ça peut être systémique. Ça peut être systémique. Bon. On dit aussi que beaucoup de hedge funds, et ça ouvrira la porte pour la troisième partie de ce Outlook, puisqu'on va parler crypto-monnaie, parce qu'on dit que beaucoup de hedge funds vont financer leurs investissements dans les actifs risqués, donc tech, AI, IA et puis crypto, avec le carry trade. Donc si aujourd'hui les carry trades se referment, se démontent, le yen repart, il va aussi y avoir des conséquences sur les actifs dits risqués. On a tout dit? On a tout dit. L'or, range, avec l'or, attention, verticalité, momentum excessif. peut-être des exagérations autour des 5000. Des tests de support probablement, mais qui seront sûrement payés en première intention. Acheter sur faiblesse, sur grosse faiblesse. Voilà. Parier sur un range sur l'année, surveiller le cuivre contre l'or. Et c'est bon. Et c'est bon. Bien. Eh ben, merci d'avoir été avec nous pour Merci à cette tous. seconde partie de ce Outlook 2026. On se retrouve tout de suite, incessamment, bientôt, sous peu, pour parler des crypto-monnaies. Et là, ça va être hyper intéressant. Et là, ça va être hyper intéressant et un tout petit peu différent du reste parce que
On avait beaucoup de promesses l'année dernière qui ne se sont pas forcément concrétisées À moitié cette faite. année. À À moitié. moitié faite. Allez, à bientôt. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.